La situation économique va de mal en pis en République démocratique du Congo. La guerre des positionnements bat son plein à Kinshasa. Les prochains gouvernements au cœur de toute tractation politique. Et pendant ce temps, la guerre, les atrocités à l'est de la RDC, les bombardements continuent. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Et maintenant, on fait comment? Sur ce plateau, j'ai reçu pour vous, Dieu merci, lui-même. Il est cadre de l'IDPS Kibasa, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Monsieur Roy. Je suis très ravi de vous recevoir pour la première fois dans cette émission. Le plaisir est partagé. Ça me fait plaisir de passer dans cette émission et parler de toutes les situations de notre pays. Pour parler de toute situation de notre pays, mais avant ça, comment va le parti? Comment se porte le parti et votre autorité morale? Le parti se porte très bien. Nous venons de la bataille électorale. Au jour d'aujourd'hui, nous essayons de continuer d'implanter les partis. Nous allons bien en tout cas. Et l'autorité morale va très bien. L'autorité morale va très bien. Vous avez battu campagne du chef de l'État Félix Tshisekedi. Êtes-vous satisfait des résultats? Oui, effectivement, les résultats. Quand vous parlez des résultats, je pense que vous parlez des résultats des élections. Des élections à la présidence. Et exactement, nous sommes très contents parce que c'était ça les souhaits. On a battu campagne pas pour rien, on a battu campagne pour que notre candidat soit élu président de la République et nous sommes satisfaits des résultats. Et puisque nous parlons de résultats, est-ce que votre formation politique est satisfaite des résultats aux législatives nationales, provinciales et communales? J'avouerai que non, parce que les résultats que nous avons obtenus, c'est pas ce que nous entendions au départ. Mais bien évidemment, nous sommes des légalistes. Hein. La loi a prévu des instances pour pouvoir réclamer si au cas où vous n'êtes pas satisfait. Donc il y a des candidats, plusieurs de nos candidats sont à la Cour constitutionnelle pour pouvoir réclamer leur voix. Mais bien évidemment, nous sommes satisfaits d'une manière générale des résultats de ces élections parce que l'objectif final, c'est que notre candidat président de la République soit élu et nous souhaitions également avoir beaucoup de députés parce que nous avons aligné les députés nationaux, provinciaux et à tous les niveaux. On n'a pas obtenu les scores espérés, mais nous pensons qu'avec les recours qui ont été introduits au niveau de la Cour constitutionnelle, on pourra avoir des bons résultats. Des bons résultats. Oui, et vous êtes aussi candidat, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez été élu? Malheureusement, je n'ai pas été élu. Pourquoi? Est-ce que vous avez mal battu votre propre campagne? Ou non, vous aussi vous croyez qu'on vous avez volé votre victoire? Je le crois. Mais écoutez... Qui a volé? Bon, mais je ne sais pas te les dire maintenant, donc c'est à la Cour de le prouver. Mais en tout cas, nous avons battu campagne, nous avons donné les meilleurs de nous-mêmes. Malheureusement, les résultats s'est soldé comme il s'est soldé. Mais nous continuons à espérer que les partis va se positionner et occuper une place importante dans l'échiquier politique de notre pays. Non, vous voulez que vos candidats puissent être tous élus? Pas tous, parce qu'évidemment, vous pouvez aligner 400 candidats, il n'y a que 500 sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Pas tous, mais en tout cas, nous espérons avoir suffisamment des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Et sinon, votre parti avait atteint le seuil? Nous avons atteint le seuil des recevabilités et des représentativités. Donc, évidemment, nous avons quelques députés, mais nous espérons avoir plus. Et nos candidats qui détenaient leur PV, ont apporté les dossiers au niveau de la Cour constitutionnelle et le dossier est sous traitement actuellement. Parmi les candidats qu'on avait invalidés par la CNI, est-ce qu'il figure aussi les candidats de l'IDPS Kibasa? Heureusement non. Heureusement, nous ne figurons pas parmi les candidats invalidés. Seulement que nous avons obtenu peu de sièges par rapport à ce que nous espérions. Donc c'est tout simplement ça. Sinon, comment vous comptez aider les chefs de l'État dans ce deuxième mandat? Est-ce que vous comptez faire partie de ces gouvernements? Bien évidemment, notre parti étant un parti politique qui se bat dans les sphères politiques en RDC, bien évidemment, nous espérons que nous puissions aussi occuper une place importante dans ce gouvernement pour accompagner les chefs de l'État. Il y a pas seulement dans les gouvernements, il y a plusieurs places de décision. Nous espérons que notre parti va continuer à aider les chefs de l'État comme on l'a déjà fait lors des 5 dernières années. Et nous espérons que nous allons continuer à pousser les chefs de l'État. Nous l'avons énormément soutenu au niveau du Katanga lors de son électorat. Vous savez que dans le Katanga, il y a des zones où les chefs de l'État
on ne voulait même pas le voir. Donc, nous avons notre commandant qui était sur terrain, l'excellence Augustin Kibasa Maliba, qui a battu énormément la campagne à Kassenga pour les comptes du chef de l'État, à Lukafu, dans plusieurs territoires, pour faire passer les messages du chef de l'État. Donc, nous pensons qu'effectivement, nous allons continuer ces combats pour pouvoir soutenir le chef de l'État à réussir son mandat, parce que c'est notre souhait. Parce que c'est votre souhait. Malheureusement, vous n'avez pas assez de députés. Oui, nous n'avons pas assez de députés. Vous savez, pour pouvoir contribuer au mandat des chefs de l'État, il ne faut pas forcément avoir beaucoup de députés. Hein. Nous avons énormément contribué lors des 5 dernières années, nous n'avons pas eu de députés. Okay? Donc, il y a plusieurs échecs, il y a plusieurs niveaux pour aider les chefs de l'État. On peut aider les chefs de l'État au niveau des communes, on peut aider les chefs de l'État au niveau des villes, on peut aider les chefs de l'État au niveau des secteurs, au niveau des territoires, pas seulement dans les gouvernements. Donc, de toute façon, nous sommes présents et nous continuons à pousser les chefs de l'État. Sinon, sur 447 députés et proclamés élus par la CENI, il se retrouve, nous avons que moins de 30, si je ne me trompe pas, députés de l'opposition. Et à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il n'y a aucun député de l'opposition. Comment vous pouvez analyser ça? Mais tout ça a été prévisible. Vous savez, lorsque, au niveau de l'opposition, les FCC, qui avaient un poids important au niveau de l'opposition, refusent de s'aligner et prendre des cartes électeurs. Lorsque vous avez Martin Fayoulou qui refuse complètement d'aligner les candidats députés, quel est le front de l'opposition qui était resté? C'était uniquement Moïse Katumbi. C'était les seuls. Moïse Katumbi et les LGD et ses alliés, bien évidemment. Donc, tout ça a été prévisible. Il faut commencer par dire, sur tous les députés, tous les candidats alignés, qui étaient près de 30 000 candidats au niveau des législatives nationales, l'opposition avait aligné pour combien? Près de moins de 500. Est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes en train de basculer dans un régime totalitaire où il n'y aura pas de contrepoids à la majorité, donc à la majorité à la présidence, il n'y aura pas le contrepoids avec l'opposition. Vous ne voyez pas? Je ne pense pas, mais déjà, il faut partir de cette logique-là. L'opposition a refusé de participer dès le départ. Dès le départ, ils ont refusé d'aligner les candidats. Mais ils ont aligné des candidats. Ils ont aligné des candidats. Combien maintenant qui ont reçu? Mais regarde maintenant, si tu regardes les volumes des candidats alignés par l'Union Sacrée et tous les alliés du chef de l'État et les candidats qui sont sortis, il y a eu près de 30 000 candidats. Les camps du chef de l'État a aligné près de 25 000 candidats. Sur les 25 000 candidats, les camps du chef de l'État se retrouvent au moins avec 400 candidats. Du 25 000 à 400. Et c'est lui qui sort des 500 à 25 ou à 30. Donc c'est pareil, c'est proportionnel. Donc quand vous regardez ça, c'est proportionnel. Donc l'opposition aurait dû, dès le départ, aligner suffisamment des candidats. Ils n'ont pas aligné les candidats. Mais peu importe cet écart-là, vous ne trouvez pas que non, c'est vraiment énorme, cet écart-là? Mais cet écart-là est dû à quoi? Cet écart-là est dû à quoi? Est dû au refus de l'opposition. Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas un régime autoritaire parce que déjà, les chefs de l'État n'est pas dictateur. Les chefs de l'État est respectueux des textes. Ça, c'est un des deux. Les chefs de l'État soutiennent l'idée d'avoir un chef de file de l'opposition, ce qui veut dire que la voix de l'opposition au niveau de l'Assemblée sera entendue. Donc, on ne sera pas à ce niveau-là. Vous avez fait partie du gouvernement passé, vous avez même eu le ministère de Pétentique. Ça a presque mal tourné avec le dossier RAM, qui était géré par votre autorité morale. Alors, si vous pouvez nous dire d'abord, qu'est-ce qui s'est passé avec ces dossiers RAM? Parce qu'il y a la population, il y a presque d'autres personnes qui pensent que non, c'est l'escroquerie. Alors, je ne dirais pas que ça a mal tourné. Ce dossier a été très politisé. RAM, ce n'était pas un produit politique, c'était un produit numérique qui était imposé par... Vous savez, lorsque nous utilisons les téléphones, il y a des organes qui gèrent l'utilisation des téléphones, les fabricants et les utilisateurs. Il y a notamment les UIT, Union internationale des télécoms, qui ont mis des principes pour pouvoir pousser les fabricants des téléphones à ne pas nous causer du tort, nous utilisateurs. Par exemple, lorsque les fabricants crée son téléphone, il veut que les téléphones soient très performants. Qu'est-ce qui se passe? Il met à l'intérieur de ce téléphone des différentes substances qui peuvent être toxiques pour la santé, notamment les plombs, qui est une substance très toxique pour la santé. Donc l'Union internationale, c'est qui régule les marchés des télécoms
au niveau international, ont pris la décision de fixer des normes. Et pour fixer des normes, il y a des choses à respecter. Notamment, il y a cette technologie qu'on appelle les CIR. Les CIR, c'est cette technologie qui permet d'abord à limiter les dégâts lors de la fabrication des téléphones. Deux, pour que les fabricants des téléphones ne dépassent pas les limites requises. Donc, pour arriver à tout ça, ils ont mis en place ces systèmes CIR et ils ont obligé à tous les pays qui participent au GSMA de s'aligner. Et cette technologie qu'on appelle CIR, c'est ce que nous appelions chez nous RAM. C'est une technologie. Et cette technologie, partout au monde, là où elle est plantée, elle est gérée par l'autorité des régulations. Ici, l'autorité des régulations, c'est ARPTC. Donc, RAM était géré par ARPTC. Okay? Mais l'ARPTC dans notre pays, bien évidemment, est sous tutelle du ministère des Pétentique. Donc, cette technologie qui existe jusqu'à présent est une technologie salvatrice d'ailleurs pour nous. Vous êtes ça existe, est-ce que ça a toujours l'impact J'arrive. Vous utilisez les téléphones, vous n'allez pas me dire que vous plaignez de la qualité des fois de notre réseau. Vous savez que l'impact des fois de la qualité de votre téléphone est influencé par les fabricants des téléphones contrefaits. Les téléphones contrefaits, c'est des téléphones où vous et moi, on peut rester derrière notre maison, on fabrique les téléphones et on met ça sur le marché. Et c'est très toxique pour la santé. Ces téléphones que vous mettez tout le temps sur votre oreille, ces téléphones que vous mettez tout le temps dans votre poche, pour des résultats, je vais vous dire, lors des 10 dernières années, les cancers des cerveaux au monde entier ont connu une croissance de plus de 100%. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont impactés par les téléphones contrefaits. Et si aujourd'hui, les GSMA et les UIT prend la décision de limiter les dégâts, ça passe par cette technologie que j'ai appelée les CIR, qui peut détecter les téléphones contrefaits et les bloquer même. Ce sont des technologies que nous avons acquises, nous. Cette technologie s'appelle RAM chez nous. Donc, c'est une technologie salvatrice pour nous. Okay? Mais seulement, c'est un produit qui a été politisé. La preuve, vous avez vu pendant la campagne électorale, certains candidats utiliser RAM comme argument de campagne. Il y a eu des mensonges des candidats qui sont partis pour dire « moi, j'ai limité RAM. Moi, j'ai fait ceci. » Pour pouvoir attirer la sympathie de la population. Ces candidats-là le disaient, c'est parce que vous avez mal géré ces dossiers-là, cette histoire-là des RAM. J'avoue que ces dossiers, les modèles économiques, peut-être n'étaient pas très adaptés à notre pays. Et bien évidemment, ça a été corrigé. Au jour d'aujourd'hui, ces dossiers ont été corrigés et les chefs de l'État, je pense qu'en avaient parlé. Ces dossiers ont été corrigés et au jour d'aujourd'hui, ça fonctionne correctement. Et vous savez qu'il y a des gens en fait, qui ont perdu beaucoup d'argent avec ces RAM. Hein. Mais c'est ce que je dis, les modèles économiques n'ont pas été adaptés. Au jour d'aujourd'hui, ça a été corrigé. Alors, selon vous, à qui incombe la responsabilité? Parce qu'à l'époque, à la responsabilité dans cette histoire des RAM. Parce qu'à l'époque, si je me souviens bien, on avait interpellé même, l'Assemblée nationale avait interpellé votre autorité morale, vu que c'est lui qui gérait. Effectivement, notre autorité morale a été interpellée, il y a eu des commissions, et les résultats, c'était quoi? Les résultats. Parce que tout a été clair. Les résultats, c'était quoi? Tout a été clair. C'est un produit technologique où tous les éléments sont notifiés numériquement. Donc, si vous avez besoin des chiffres, tous les éléments étaient clairs. Parce que, vous venez de les dire, les députés nationaux ont interpellé... On ne vous a jamais posé la question, Papa Mongwaram et Kenda Wapi? Mais on le pose. Mongwaram, vous voulez savoir là où passe l'argent des RAM? Au jour d'aujourd'hui, nous avons une université moderne à l'UPenn. Vous avez vu les constructions, vous avez vu les travaux. C'est avec l'argent des RAM. Les étudiants, mais effectivement, les étudiants étudient dans les bonnes conditions. L'objectif, c'était quoi avec RAM? Que cet argent puisse casser la fracture numérique. Nous avons un problème dans ces pays sur la fracture numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, les taux de pénétration de l'outil numérique est faible. Nous avons un faible taux d'utilisation d'Internet. Et à travers ça, il fallait soutenir les universités, les jeunes dans les universités. Au jour d'aujourd'hui, les universités sont dotées d'une connexion Internet. Tu vas à l'UPenn, tu vas à l'université de Kinshasa, tu vas à l'IBTP, les jeunes étudiants utilisent gratuitement Internet. Cet Internet est fourni par les frais des RAM, gratuitement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on veut fournir l'Internet, il faut qu'il y ait des infrastructures. Lorsqu'on remarque que les infrastructures ne sont pas adaptées pour pouvoir accepter cette nouvelle technologie avec l'Internet que nous apportons, il faut aménager, il faut arranger les infrastructures. Notamment, on construit aujourd'hui à l'université de Mbujimai, on a terminé avec l'université de l'UPenn,
on fait les travaux à l'INBTP, il y a l'université à Bunia qui sont en cours, l'université des Kananga, tout cet argent, c'est là où part l'argent des RAM. Là, on parle. Vous savez, dans le discours du chef de l'État lors de son investiture, il a dit qu'il ne voulait pas répéter les erreurs du passé. Alors, je ne sais pas quelles erreurs qu'il faisait allusion. Est-ce que ça n'a pas un lien, d'autres erreurs n'ont pas lien avec ce dossier RAM? Il ne faut pas ajouter dans la bouche du chef de l'État ce qu'il n'a pas dit. Donc, il a dit qu'il ne veut pas. Vu que non, ces dossiers RAM avaient mal tourné. Ces dossiers des RAM a déjà été corrigé et au jour d'aujourd'hui, ça fonctionne correctement. Corrigé par qui? Et la population alors? Mais la population en bénéficie au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on réduit les taux des téléphones des contre-effets. La population n'en bénéficie pas. Si au jour d'aujourd'hui, on améliore la qualité de vos appels, la population n'en bénéficie pas. Si aujourd'hui, on évite que vous puissiez avoir un cancer des cerveaux, ce qui est un problème de santé très récurrent au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des gens qui meurent. Il dort, il se réveille, il a mal à la tête et puis le lendemain, il meurt. C'est une question cruciale pour une nation. Quelles sont les réalisations qu'avez-vous effectuées dans le premier mandat du chef de l'État pour que celui-ci vous accorde encore une face à confiance dans ce deuxième mandat? Les résultats, les réalisations. Les réalisations du chef de l'État. Que vous, le parti des Pesquibassa, avez-vous effectué dans le premier mandat? Nous avons géré un ministère des Pétentique pour la première fois au jour d'aujourd'hui, par exemple. Regardez la Poste, ce qui est devenu la Poste, les bâtiments, la rénovation des bâtiments des Postes. Nous avons fait plein de réalisations que je peux vous énumérer prochainement, mais il y en a plein. Les ministères des Pétentique d'aujourd'hui, ce n'est plus les ministères des Pétentique d'hier. Donc, nous avons géré un seul ministère et il faut voir les résultats aujourd'hui de ces ministères. Vous parlez seulement du bâtiment, mais je parle à part le bâtiment, qu'est-ce que vous avez encore réalisé? Au jour d'aujourd'hui, la RDC a élargi son. Vous avez par exemple cette situation des fibres optiques qui avait causé des problèmes à un certain moment. Vous n'entendez pas parler de ça? La RDC bénéficie aujourd'hui d'une connexion des fibres optiques de qualité. La connexion en RDC la connexion fibre optique de qualité. Vous croyez ça que la connexion est fiable? Vous n'utilisez pas l'Internet en RDC? Si aujourd'hui je vous demande de comparer... Nous utilisons l'Internet, mais avec quelle difficulté? Si je vous demande aujourd'hui de comparer d'il y a 10 ans passés, l'Internet il y a 10 ans passés, l'Internet d'aujourd'hui, vous allez me dire que c'est la même qualité? Mais il y a une ministre. Le ministère est là pour ça. Mais justement, on ne devrait pas avoir des problèmes de connexion. Non, regarde. Vous savez, on est en République du Congo. Nous n'avons pas des super infrastructures comme aux États-Unis, comme à Londres, et ainsi de suite. Les infrastructures ne sont pas les mêmes. Donc, ça veut dire que nous fournissons les efforts pour pouvoir atteindre les minimums et satisfaire notre population. Donc, au jour d'aujourd'hui, la RDC bénéficie au moins d'une connexion de qualité qui s'est améliorée. C'est pourquoi je dis, si vous comparez d'il y a 10 ans, et aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a la différence. Okay? Donc, il y a une évolution, il y a une croissance. Aujourd'hui, nous avons obtenu la 4G. La 4G qui offre aujourd'hui une connexion plus ou moins de qualité. Aujourd'hui, c'est devenu public aujourd'hui. Les querelles commencent, les petites coalitions s'est créée au sein de l'Union sacrée. Alors, on se pose la question, est-ce que l'avenir de l'Union sacrée sera comment? Est-ce que l'Union sacrée va s'effondrer après la formation du gouvernement, après les partages des postes? Vous avez suivi récemment le secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, Augustin Kabouya, qui a réuni les différentes franges de l'Union sacrée qui avaient connu des petits soucis. Ça veut dire que tout est stable. L'Union sacrée n'est pas appelée à disparaître. L'Union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Donc, on est censé continuer à travailler pour cette histoire-là. Là où se trouvent les humains et surtout là où se trouvent les intérêts, il y a toujours des problèmes. Donc, quand on essaie de résoudre ça au jour d'aujourd'hui, parce que vous savez, la politique, c'est la guerre des ambitions. Chacun apporte ses ambitions. Donc, c'est tout à fait normal que les gens connaissent ces petites disputes, ces petites guerres qui peuvent arriver. Mais le plus important, c'est de pouvoir asseoir les choses et de régler ces problèmes. Et ça a été réglé. Donc, je ne vois plus de raison pour dire aujourd'hui que l'Union sacrée est censée disparaître. Mais vous savez qu'il y a des querelles. Il y a des querelles au sein de l'Union sacrée. Moi, je n'appelle pas ça querelles, c'est des guerres d'ambition. Chacun apporte ses ambitions. Ce sont des guerres d'ambition qui contribuent aussi à élever une nation. Mais ces guerres d'ambition-là, il y a des gens qui interprètent ça mal. Les autres disent même qu'après le partage des postes,
il n'y aura plus cette histoire des lignes sacrées. Heureusement que ce ne sont que des interprétations. Ce n'est que des interprétations. Donc, moi, je vous dis que c'est des guerres d'ambition. Et chacun peut interpréter comme il veut, mais les résultats, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les partis de l'Union sacrée sont calmes et ils sont tous déterminés à accompagner le chef de l'État. Quelles sont les priorités, selon vous, à suivre dans ce deuxième mandat du chef de l'État? La première priorité, je pense que c'est la sécurité. Donc la sécurité et la situation que nous connaissons à l'Est, ça doit être la priorité des priorités. Et bien évidemment, l'application de la loi de programmation de l'armée dans notre pays, qui va permettre à notre armée de continuer à monter en puissance. Ça, c'est un. Des deux, moi, je pense que c'est la stabilisation des pouvoirs d'achat des Congolais. La stabilisation des pouvoirs d'achat des Congolais, parce que déjà, on n'a pas de gros salaires dans ce pays. Donc, si en plus de cela, le pouvoir d'achat se dégrade, ça risque d'être compliqué. Et la stabilisation des pouvoirs d'achat des Congolais passe par la diversification de notre économie. Donc, au jour d'aujourd'hui, notre économie est purement basée sur l'exportation des minéraux. Nous avons une économie extravertive, donc il va falloir diversifier. Le chef de l'État l'a dit, renforcé par les secteurs comme de l'agriculture et autres. L'industrialisation, ça passe par là. Ça sera des priorités essentielles. Et puis, autre chose, c'est renforcer les services de santé et d'éducation des bases. Je pense pour moi que ça sera ça les éléments très essentiels pour pouvoir renforcer ces mandats de chef de l'État. Puisque nous parlons de l'insécurité, vous savez que c'est inquiétant par rapport à ce qui arrive à nos frères et sœurs des Goma et du Congo, avec les Mombondo qui les traumatisent, qui sèment la terreur du jour au lendemain. Pourquoi notre armée n'arrive pas à chasser ces délinquants, ces rebelles? Ok. Vous savez, les problèmes de l'Est, c'est un problème qui d'abord est ici à Congo. Ici à Congo, à Maïndombe avec les Mombondo. Oui, à Congo et à Maïndombe, l'armée est en train de faire son effort. L'armée était déployée à un certain moment. Mais les problèmes, c'est que quand vous vous battez, ça, ce n'est pas une guerre. C'est des inciviques qui se cachent, qui disparaissent et qui reviennent pour pouvoir mener les opérations des terreurs au sein de la population. Donc, ça veut dire que ça, c'est une stratégie purement de l'armée et des services de renseignement qui vont mettre en place pour pouvoir éradiquer complètement ça. À un certain moment, cette histoire avait complètement disparu et ça ressurgit. Donc, c'est vraiment une stratégie politique, une stratégie de l'armée et des renseignements qui vont pouvoir mettre en place pour pouvoir éradiquer complètement ça. Mais cela ne veut pas dire que l'armée ne fait rien, parce que l'armée se déploie régulièrement et des fois, ce sont les inciviques qui disparaissent, après ils vont réapparaître. Mais quand les gens meurent, l'armée fait quoi? Mais justement, l'armée intervient. Vous n'avez jamais entendu que l'armée a intervenu dans cette situation? Moi, j'ai appris qu'en fait, il y a des gens qui racontent que le FRDC faut pas suivre fuir les Mombondo. Faut pas suivre fuir les Mombondo, père des Mombondo. Faut pas suivre les FRDC munis de tout ce qu'ils ont comme arsenal peuvent fuir les Mombondo. Faut pas suivre ce que les gens racontent. Faut voir la réalité en face. Je vous dis, les Mombondo, ce n'est pas une armée qui se bat avec les FRDC en face, mais ce sont des inciviques qui viennent, qui sèment la terreur et puis qui disparaissent. Lorsque l'armée vient, il faut mener les enquêtes, il faut chercher, il faut arrêter, il faut trouver des gens. Et c'est ce que l'armée fait. À un certain moment, cette histoire avait disparu, mais il y a une recrudescence. Donc ça veut dire que l'armée sait quelle politique en place mettre pour pouvoir éradiquer complètement ça. Et les services des renseignements qui sont à pied d'œuvre. Et à l'Est, le président de la République, lors de son discours, dit une phrase qui est devenue aujourd'hui célèbre, d'ailleurs virale. Il a dit à la moindre escamouche, il déclenchera la guerre. Pendant son campagne électorale, il a dit d'ailleurs une phrase au terrain Sainte-Thérèse, je cite, « Soki nayoki kaka lisasi moko ekoi na Goma nako déclaré guerre. » Et aujourd'hui, ce n'est pas lisasi, ce sont des bombes à l'est du pays. Qu'est-ce que le chef de l'État fait? Alors, vous avez sauté une phrase dans ce que le chef de l'État a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Le chef de l'État a dit « J'ai réuni l'Assemblée nationale et le Sénat, les deux chambres, pour avoir l'autorisation et déclencher la guerre. » C'est ce que le chef de l'État avait dit. Vous avez sauté cette partie. Pourquoi? Parce que la Constitution, dans notre article 86, dit que pour que le chef de l'État déclenche la guerre, ça veut dire que ça va sortir
du Conseil des ministres, après l'avis du Conseil de sécurité et autres, mais après avoir réuni les deux chambres à congrès. Okay? Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore les Sénats. Okay? Au jour d'aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale qui a encore un bureau provisoire. Ça veut dire que les bureaux provisoires ont comme rôle, comme vous le savez, d'organiser les élections pour les bureaux définitifs. Les bureaux nationaux, l'Assemblée nationale, les bureaux provisoires n'ont pas le rôle de prendre des décisions comme celle-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'ennemi a calculé tout ça. L'ennemi savait qu'au moment où le chef de l'État prononçait cette phrase, si l'ennemi attaquait à ce moment-là, il y avait possibilité rapidement de réunir les deux chambres à congrès pour avoir cette autorisation. Notre ennemi savait. Notre ennemi a attendu ces moments-ci présents pour pouvoir nous attaquer en ce moment-là, parce que ne faisons pas des Félix Tshisekedi. Donc, vous voulez dire que nous sommes dans les moments de faiblesse? J'avance, j'arrive. Je ne dis pas que nous sommes dans les moments de faiblesse. Ne faisons pas de Félix Tshisekedi un dictateur. Okay? Ne faisons pas de lui un dictateur. Si aujourd'hui... Un prometteur. Si aujourd'hui, 80% de ces promesses ont été réalisées, on peut analyser ça ici. 80%. Plus de 80% d'ailleurs. Si aujourd'hui, les chefs de l'État décident unilatéralement, lui-même, de son propre gré, de lancer la guerre, vous faire de lui un dictateur parce qu'il va aller en outre des textes constitutionnels. Mais ce sont ces mots mots. D'aujourd'hui. Mais justement, ces mots, c'est ce que je vous explique. Ces mots, oui, d'accord, mais ces mots, les chefs de l'État est garant de la Constitution. Il ne peut fonctionner qu'en respectant les textes. Donc, si au jour d'aujourd'hui, les chefs de l'État prennent ces décisions unilatérales, vous et ceux de l'opposition, c'est vous qui vous mettrez en avant pour dire qu'il devient dictateur, il prend des décisions, il ne respecte pas la Constitution, il a boycotté la Constitution. Lorsqu'il respecte la Constitution, c'est que nous sommes en train de faire pour le moment, c'est que notre armée est à pied d'œuvre. Notre armée est en train de défendre notre population. Notre armée commence à récupérer certains territoires. Notre armée se bat. Ce n'est pas comme si au jour d'aujourd'hui, nous avons croisé les bras. Quand vous dites déclarer la guerre, nous sommes en guerre maintenant. Les chefs de l'État avaient dit déclarer la guerre contre le Rwanda. Ça veut dire déclarer la guerre contre une autre nation. C'est là où ça nécessite. Alors, nous allons attendre à ce que qu'on puisse d'abord constituer les gouvernements avant d'aider la population des Goma. Non. Ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de dérouter la population. Nous sommes en guerre. Nous n'attendons pas les gouvernements parce qu'en ces moments-là, les FARDC à pied d'œuvre à Goma. Les FARDC se battent. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Ce que je suis en train de dire ici, ça veut dire déclarer la guerre contre une autre nation. Ça, c'est une autre chose. Mais là, aider la population de Goma, nous sommes en guerre parce que les FARDC... Monsieur Diomansu, il y a beaucoup à dire, mais nous allons chuter. En fait, le temps nous fait défaut. Nous allons chuter avec cette question. La situation économique en RDC, quand vous regardez la population, quand vous regardez la vie que mène la population de la RDC, est-ce que nous reculons ou nous avançons? Vous savez, on ne peut pas analyser la situation économique de cette façon, reculer ou avancer, parce que le monde ne se met pas debout. Le monde avance. Le monde n'est pas statique. Le monde avance. Il y a les fluctuations des monnaies, il y a des situations qui arrivent. On est des fois impacté par des situations que nous subissons des fois les effets économiques internationaux. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que nous reculons ou nous avançons parce que le monde n'est pas statique. C'est comme si le monde était resté là. Nous avons fait 2 pas en avant, nous avons fait 2. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui, effectivement, ça, je le reconnais. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est pour ça que nous tenons Mordicus à accompagner les chefs d'État dans son mandat pour pouvoir réaliser différentes promesses qu'il a fait. Pourquoi on ne les fait pas, c'est beaucoup de choses-là? Pourquoi on ne les fait pas? On parle d'un problème d'État. Ça veut dire que tout ne se résout pas en un clin d'œil. Nous parlons d'un pays qui a plus de 2 345 000 km². Nous parlons d'un pays qui a 26 provinces. Attention, tout ne se fait pas en un clin d'œil. Nous parlons d'un pays qui n'a pas d'infrastructure routière. Il faut commencer par construire. Nous parlons d'un pays si je comprends bien, c'est les sacrifices. Nous parlons d'un pays qui sacrifier cette population, cette génération. Quand on travaille pour cette population, on ne peut pas dire qu'on sacrifie la population. On travaille pour la population. Okay? Au jour d'aujourd'hui, les projets, par exemple, des 145 territoires qui va continuer avec les routes des dessertes agricoles, parce que ces projets-là continuent. Après la construction des bâtiments, des écoles, des hôpitaux, il y aura des routes des dessertes agricoles qui vont
permettre de relier des provinces, des zones de production tout ce qui est produit agricole aux zones de distribution et de consommation. C'est travailler pour la croissance de notre économie. Oui, pour la croissance de l'économie. Nous sommes arrivés presque à la fin, mais vous allez regarder la caméra peut-être durant votre dernier mot, avant qu'on se sépare. Soyez bref, s'il vous plaît. D'abord, j'apporte mon soutien à toute la population des Goma. J'ai vécu dans cette ville, je connais cette ville. Courage à tous nos frères des Goma. Et un message aussi à notre armée. Nous vous faisons confiance. Nous espérons que vous allez rapidement résoudre ces problèmes des Goma pour que nos frères et sœurs, nos mamans, nos filles, nos enfants puissent vivre finalement en paix. Nous vous faisons confiance pour terminer définitivement ces problèmes des guerres, ces problèmes des massacres, des génocides à Goma. Nous croyons que nous allons réussir. Merci. Nous sommes de cœur avec la population des Goma. Merci de votre présence et votre passage dans ce plateau. Émission fait comment nous sommes arrivés à la fin. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis avec beaucoup plus d'attention. Au revoir et à la prochaine. Mais je rappelle que nous, j'avais reçu, Dieu merci, lui-même, il est cadre à l'IDPS Kibasa. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.